Je suis Déborah Papiernik, en direct du Tech Fest. Bonjour Déborah. Bonjour Déborah. Je suis ravie de t'accueillir. C'est la deuxième fois, je te le disais en off, que j'accueille une Déborah. Donc moi, je suis ravie. On aime bien notre prénom, donc on l'assume. En tout cas, merci pour accepter cet échange de quelques minutes au Tech Fest, comme tu l'as dit. Tu as un parcours juste incroyable et un parcours dans le salariat. Et c'est extraordinaire parce que moi, je n'ai jamais connu le salariat. Donc, j'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui. Avant tout, tu vas nous raconter ton parcours, mais j'aimerais comprendre pourquoi ton parcours t'amène aujourd'hui au Tech Fest. Alors, je pense que c'est la curiosité qui m'amène au Tech Fest. Mon parcours, c'est une école de commerce et un MBA. Je suis rentrée dans le jeu vidéo un peu par hasard parce que je voulais faire du marketing, mais c'était la crise. Et un peu comme aujourd'hui, les jeunes diplômés avaient du mal à trouver du boulot. Donc, j'ai pris là où on s'est recruté. Et puis, je suis tombée complètement par hasard sur le jeu vidéo. Et j'adore cette industrie. Je suis pas joueuse. T'es pas une geek? Toujours pas. Non. Oh. Moi, quand j'ai une manette, je sais pas où est le X, le A, je me perds en 3D. Mais je trouve que le jeu vidéo, d'abord, le produit est admirable. Enfin, c'est un produit qui est hyper difficile à faire. Et cette industrie qui est un mélange d'art et de tech, j'adore parce que ça se renouvelle tout le temps et que j'apprends tous les jours et je m'amuse tous les jours. Et tant qu'on apprend et qu'on s'amuse, je dirais pourquoi changer. Et finalement, j'ai pu avoir 4 métiers complètement différents en plus de 25 ans de carrière. Et c'est pas fini. Et toujours. Et alors aujourd'hui, on parle d'IA, mais avant-hier, on parlait d'autre chose. Et voilà, c'est ça ça renouvelle l'intérêt en permanence. On va parler d'IA justement. Tu as intégré Ubisoft en 97, si je ne me trompe pas. On est en 2005. C'est énormément d'années qui sont passées. Tu es resté toujours au même endroit, j'ai envie de dire, la même passion, la même stimulation, tu le disais. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à rester autant d'années dans cet même écosystème justement? Parce que l'intérêt est renouvelé. En fait, parce que c'est un secteur qui évolue tout le temps, parce que c'est de l'art, parce que c'est de la tech, que aussi bien en interne chez Ubisoft que avec mes autres interlocuteurs, d'abord dans le monde du jeu vidéo et puis aujourd'hui, au-delà même du jeu vidéo, parce que je développe des activités plutôt en créant des ponts avec d'autres univers. En fait, finalement, je me suis rendu compte que je me nourrissais de toutes ces rencontres. Et puis que j'apprenais tout le temps et en fait, j'ai aussi, je pense, compris assez rapidement que moi, ce que je savais faire, c'était justement créer des partenariats. Et donc, j'ai commencé à le faire au marketing parce que je n'avais pas de budget marketing. Donc, je l'ai fait par nécessité. Et puis après, j'ai fait du business développement, dont des contrats d'édition et distribution avec des gens, en particulier des Japonais, des Américains qui n'avaient pas de distribution en Europe, ou des petits studios de développement qui avaient besoin d'un éditeur au niveau mondial. Donc, en fait, tout ça, mais c'est aussi de l'ordre du partenariat. Et puis derrière, sur de la production, mais en utilisant des studios externes pour nous aider à développer. Et puis là, depuis 9 ans, avec toutes les industries, que ce soit la culture, la musique, le spectacle vivant, la santé, créer des choses, toujours peut-être aller là où on nous attend pas. Donc, et j'ai réussi à trouver cette liberté dans le jeu vidéo. Alors, peut-être plus particulièrement chez Ubisoft parce qu'elle valorise aussi les individualités. J'allais te demander les différenciations justement. Ouais, je pense que c'est le fait de... C'est un peu comme chez McDo, c'est venez comme vous êtes. Mais là, c'est le vrai bon pour la santé. Donc, c'est venez comme vous êtes et contribuez au collectif. Donc, en fait, on m'a jamais demandé de changer. Ok. En fait, on m'a pris tel que j'étais, mais on m'a laissé mûrir. Donc, en fait, quelque part, je suis un bébé Ubisoft, comme beaucoup qui ont été recrutés en sortie d'école et qui sont toujours là. Donc, en fait, les Ubiversaires, etc. Mais en fait, chacun a gardé sa personnalité et puis en plus, a grandi au passage. On s'est mariés, on a eu des enfants, on a eu nos joies et nos peines. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligatoirement une bande de copains, c'est pas ça. Mais on a su évoluer dans la boîte et gagner en maturité et continuer à contribuer et que nos contributions soient reconnues. Ça ne veut pas dire qu'on a des primes. Hein. Elles sont reconnues aussi pour ce qu'elles sont. On nous fait confiance, en fait. Et finalement, on a pas mal d'autonomie tant qu'on prend la responsabilité qui va avec. Il y a aussi ce qui te passionne, parce qu'en fait, on travaille pour faire de l'argent, ok, pas de souci, mais aussi cette stimulation. Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes missions au sein d'Ubisoft? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Alors, il y a 9 ans, en fait, le PDG m'a demandé de venir gérer 2 projets qui lui reportaient parce que c'était un peu des ovnis. Un projet autour de la réalité virtuelle, d'une attraction en réalité virtuelle, et un autre projet de spectacle vivant basé sur une de nos marques.
et qui pouvaient reporter du coup ni au marketing vente parce que c'était pas du tout leur truc, ni au développement de jeux parce que c'était même pas des jeux. Mais il prend ces trucs, essaye de les transformer en business. Donc bah, j'ai pris ça, c'était une toute petite équipe et on a avancé. Et de là, finalement, j'ai eu assez de liberté pour rencontrer plein de gens et créer des choses. Alors, pas du tout par opportunisme, mais par opportunité. En fait, moi, je crois beaucoup à la chance, mais ce qui est important, c'est de saisir sa chance. C'est se dire: «OK, j'ai rencontré un tel, peut-être qu'on peut rien faire ensemble aujourd'hui, mais n'empêche que ce qu'ils font, c'est quand même vachement chouette» Ouais. et donc on reste en contact et c'est d'un seul coup, au bout d'1 an et demi qu'on se recroise et là, il y a une vraie opportunité et ça s'est, révélé en fait, c'est comme ça que je monte mes partenariats, en fait, finalement. Ouais. Je vais à plein d'endroits par curiosité, je rencontre des gens, je les écoute et en fait, c'est à double sens parce que moi, je les écoute, mais en fait, il faut aussi tomber sur des gens qui m'écoutent. Oui. Et en fait, c'est comme aujourd'hui, on a cet échange, Mmh. ce lien qui se crée, on écoute l'autre, on bénéficie, voilà, on partage. Je disais en début de podcast, ton parcours en tant que salarié, moi à l'opposé, j'ai jamais été salarié et j'ai jamais trouvé et quand tu le décris, cette équipe, un peu cette famille finalement qui est créée au sein de ton propre job, j'aurais aimé découvrir ça et des fois des entrepreneurs, toujours cette image de: «Ah non, mais il faut être entrepreneur sinon c'est naze, être salarié c'est un peu has-been». Et justement, toi, tu peux nous montrer l'opposé, que ça fait plus de X nombre d'années que tu as été dans cette structure, ça t'a nourri. C'est quoi ce que tu voudrais partager à un jeune d'aujourd'hui en disant: «Bah oui, j'ai été salarié et c'est pas ringue et j'ai été porté tous les jours et j'ai des postes à responsabilité, quoi». Ouais, en fait, je pense que j'ai toujours été en plus sur des choses qui étaient peut-être pas le cœur du cœur Mmh. de l'activité et donc j'étais pas joueuse en plus et puis on m'a Ouais. mise sur au départ même en marketing, on m'a mis sur des simulations de vol ultra réalistes. J'arrivais pas à faire décoller l'avion. On m'a mis sur des jeux de stratégie historique au tour par tour et finalement, c'était pas les jeux qui intéressaient le plus. Mais du coup, comme ça intéressait pas grand monde quelque part, j'avais assez de liberté Ouais. pour faire ce que je voulais. On me surveillait pas et comme les résultats étaient là, le moyen d'y arriver, si c'était un partenariat avec l'Aéroclub de France, ben, OK et donc j'avais pas besoin de rentrer dans les cases et ça a été toujours un petit peu ça finalement où, bah, j'avais des résultats. Donc il faut aussi prouver par ses résultats en entreprise parce que, enfin, les entreprises sont pas là pour faire du Oui, social, hein, enfin, il y a du business donc quand même voilà. derrière. Donc en fait, j'ai une étiquette business, mais ce business-là, quelque part, je le fais un peu comme je veux et aujourd'hui, je rapporte oui, j'ai un département qui est business et qui est ultra rentable, mais qui en même temps, apporte un petit quelque chose en Ouais, plus, en termes d'image. Moi, je me suis dit: «Mais il faut qu'on arrive aussi à toucher les non-joueurs». ouais, Parce qu'on a des contenus dans les jeux qui sont géniaux et finalement, les musées ou les documentaires, c'est aussi un bon moyen ou les attractions dans des lieux, ouais. c'est un bon moyen d'aller toucher des gens, leur faire découvrir nos marques, nos contenus, nos savoir-faire sans qu'ils passent du temps, derrière une console s'ils ont pas envie. On va pas Ouais, obliger les gens à jouer et ouais. pourtant on a des univers qui sont exceptionnels et on a des savoir-faire, on sait créer de l'engagement ailleurs. Cette capacité à créer de l'engagement, bah, pourquoi pas l'utiliser dans un musée ou ailleurs? Mais Enfin, c'est tant vrai. mieux si d'autres peuvent en bénéficier. En plus, on pense que jeux vidéo, vraiment gaming, tu vois? On prend pas c on pense pas à côté. C'est comme dans l'IA. L'IA, on pense que, ChatGPT, par exemple, pour pas le citer, on pense pas que d'autres applications depuis 10 ans utilisent déjà l'intelligence artificielle. Donc c'est hyper intéressant ton parcours et ton regard là-dessus. Est-ce que tu as eu des freins, des problématiques, le fait que tu sois une femme dans des équipes peut-être masculines? Parce que c'est le gaming, c'est un peu comme la tech, comme le web. Alors moi, j'ai jamais eu de problème. Ouais. La chance que j'ai eue, c'est que, mes 2 boss qui étaient, d'abord un des numéros 2 d'Ubisoft et ensuite le PDG, en fait sont, je dirais indifférents au Ouais, en fait, travailler avec un homme, travailler avec une femme, c'est ouais, un peu pareil pour eux. J'ai jamais eu de problème de gestion vie privée, vie pro. Moi, j'ai quand même 6 enfants. oui, J'ai pu faire mes congés mat. Quand j'ai dit: «Je pars à 18 heures, je pars à 18 heures. Quand j'ai dit: «Je travaille pas le mercredi». Mais à partir du moment où le boulot était fait, c'était pas un problème et puis moi, en fait, l'employeur a été flexible, mais moi, j'étais flexible aussi. Si on dit: «Il y a un gros meeting un mercredi», je m'organise si je le oui, sais à c'est ça. l'avance et c'est bon. La flexibilité, ça marche dans les 2 Ouais, sens, hein, quand ouais, même. Il bien faut faire sûr. attention. Hem et puis j'ai toujours eu des boss qui m'ont toujours présentée comme la personne responsable des négos. Donc quand je me retrouvais face à des Japonais qui avaient 20 ans de plus que moi, qui étaient patrons des très grosses Mmh. boîtes de jeux vidéo et qu'on me disait: «Bah, c'est avec Déborah, Ouais, qui a 30 ans qu'il va falloir négocier», ils avaient pas le choix. ouais, J'étais un ovni, j'étais une femme ouais. européenne avec déjà une famille nombreuse.
Mais ils avaient pas le choix. Mais j'étais soutenue finalement par mes boss, C'est ça. de façon hyper naturelle et pas pour des questions de diversité, du Ouais. tout. C'était juste, pas une question. Alors le monde a un petit peu changé, je veux J'allais te dire, demander. pas dans le bon sens, et c'est un peu plus une question aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai aussi travaillé beaucoup sur des côtés business où il y avait déjà un petit peu plus de femmes que dans des équipes de prod. Ouais. Le problème qu'on a dans le jeu vidéo, c'est que on essaye vraiment de recruter des femmes. C'est pas toujours facile parce que dans les écoles d'ingénieurs, il y en a pas beaucoup. Et C'est même dans ça. les écoles de jeux vidéo, il y en a peu. Dans les écoles de graphisme, il y en a Ouais. pas tant que ça. Et donc, nous, on est à 26% de femmes, Ouais, j'allais te ce qui demander, est, ouais, ce qui est pas mal dans le jeu vidéo. On est même, je crois, à 29% en France, ouais. mais c'est au prix de gros efforts. Et c'est pas juste, par exemple, typiquement sur les annonces d'emploi, c'est pas une question de faire une annonce non genrée. C'est pas que Oui, ça la question. ouais. On s'est rendu compte, par exemple, qu'une femme pour postuler, si jamais il y a 8 critères, elle se dit: «Il faut que je réponde à tous les critères et Ah! s'il y en a un auquel je réponds pas, je postule pas, ça veut dire que je suis pas qualifiée». OK. Alors qu'un garçon, il va avoir 8 critères, s'il répond à Ah, 3, il va dire: «Sur un ouais, j'allais malentendu, dire. ça va le faire». OK, OK? OK, Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a baissé le nombre de critères. Au lieu OK, d'en mettre 8, eh ben, on en met 3. OK. Et là, on sait qu'on va toucher et on va autoriser plus de femmes à postuler parce que finalement, sur 3, elles vont y Ouais. arriver. Parce que c'est culturel, parce que les femmes sont Ouais, comme parce ça, qu'en c'est fait, ça? quelque part, on les élève. Elles sont un peu trop Ouais, bonnes élèves. bah, oui, c'est ça. J'ai une amie qui a sorti un livre sur le syndrome du bon élève. En fait, c'est comment on fait finalement. C'est bien faire les choses, mais finalement, aller un cran plus loin et Ouais. réussir à avoir la maturité pour prendre la hauteur, pour de temps en temps dire non, de temps en temps prendre des risques Mmh. et aller au-delà du process hyper clair. Il faut le connaître, il faut connaître la Ouais, règle. ouais, Mais il y a des moments où on peut un peu plier la règle pour que ça ouais. passe. Ça a évolué, ça a bougé, dans le monde du salariat, comme, Ubisoft, même l'entrepreneuriat, je sais que ça bouge. Certaines, nous disent, «Non, ça bouge pas assez vite, il y a pas assez de femmes qui sont représentées», qui lâchent un peu cet effet FOMO qu'on parle en marketing. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que alors ce qu'il n'y avait pas à mon époque, mais qu'il y a maintenant, c'est des groupes de femmes, par Ouais, exemple. Donc il y avait pas du tout ça chez ouais, Ubisoft, maintenant il y en a, donc c'est en fait, on a tout type de représentation des salariés et c'est des groupes qui émanent vraiment des salariés, qui sont OK. pas organisés par l'entreprise, mais par les salariés. On en a sur, tout ce qui est Ouais, LGBTQIA+. On a des groupes parce qu'on est une entreprise internationale qui vont être plutôt sur la diversité d'origine, donc oui, les asiatiques, les hispaniques, les noirs, les, oui, cultures arabes, voilà. Donc on va avoir ouais, ce genre de choses. On a un groupe neurodiversité aussi ouais. et il y a aussi, femmes. Et moi, elles m'ont demandé: «Est-ce que tu veux bien être la marraine du groupe, femmes, à Ubisoft?» J'ai dit: «OK, mais si c'est pas pour de la revendication». C'est ça. Et en fait, et effectivement, c'est plus un groupe où on va aller partager, des bonnes pratiques. On Ouais, va dire: «OK, comment on va demander, une augmentation? Façon femme, comment j'ose? Comment, j'ose demander une promotion? ouais, Comment je gère un projet perso de tour du monde?» Qui sont toutes des choses qui sont aussi bien ouais, masculines que féminines, mais comment la femme, elle va oser là où ouais. elle ose pas d'habitude? Que C'est passionnant et ça fait écho, moi je suis dans des réseaux business dont entrepreneurs et depuis, plus de 10 ans et je le vois, ça bouge mais effectivement la femme a toujours cette, ces injonctions de dire: «Ah mais je serais peut-être moins, j'ose moins le faire, je prends moins le risque» et c'est vraiment culturel. Enfin moi je le ouais, vois bien et c'est par des petites actions, des soutiens comme tu peux faire, comme on peut faire, en disant: «Mais non, vas-y, tente, on sait rien», et puis il y a la culture française. Aux États-Unis, l'échec, c'est une boîte ouais, internationale, la tienne, on se pose pas la ouais, question. On dit: «On échoue, c'est pas grave, on recommence», tu vois? Pour l'entrepreneuriat ou je travaille dans un job, dans une boîte, OK, je peux changer de boîte et maintenant c'est un peu plus flexible. Mais à 10, 20 ans, c'était plus compliqué. oui, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire effectivement au Ouais, niveau de l'école ouais, pour pour donner confiance c'est aux ça, enfants. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de valoriser ce qu'ils savent, on les pénalise sur ce qu'ils savent pas. c'est ça. Et donc en fait, du coup, comme l'école le fait pas tellement, bah, c'est de la responsabilité des parents Mmh. de donner confiance aux enfants, de pas leur rajouter de la pression là où il y en a pas besoin. Et il y a pas de recette miracle, Ouais. hein, du tout. Je vais pas écrire un manuel Oui, oui, de bien sûr. comment on élève des enfants, mais oui, il y a un vrai travail là-dessus. Et c'est marrant parce que, quand, je suis passée à un moment d'une équipe, business développement, donc je gérais, 4-5 personnes dont je savais Mmh. faire le travail. Et mon boss me dit, «En fait, on aimerait que tu changes là et que tu prennes, la tête d'un département qui va faire de la production de jeux, où il y a 50 personnes, dont, des ingénieurs, Ouais. des graphistes, faire de la production de jeux». Et en fait, pendant à peu près 15 secondes, je me suis dit: «Mais, je vais pas savoir faire». Bah oui. Mais ça a duré 15 secondes. Donc le Ouais, syndrome de l'imposteur, il a ouais, duré 15 secondes chez ouais. moi. Et en fait, pourquoi? Peut-être parce que, j'ai réussi à grandir j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on m'a donné confiance en moi.
Et c'est cette confiance en moi qui a permis de me dire: «Mais si mon boss et les RH Ouais. ont confiance, bah, aussi moi Bah, aussi j'ai oui. confiance et donc c'est bon, Ouais. j'y vais». Et je le fais à ma façon et j'ai développé enfin une façon de Oui. de gérer cette équipe qui est devenue profitable assez rapidement et cetera. Donc les Oui. résultats étaient là aussi. D'où s'entourer aussi de copines, de collaboratrices qui vont te porter vers le haut en disant: «Bah, attends, tu vois, c'est possible» et de prendre la parole. En fait, tous les invités d'aujourd'hui m'ont dit: «Prends la parole, ne pas hésiter à» alors sans dénoncer, mais de dire, d'élever, le niveau et cetera et je trouve que c'est inspirant parce que ton parcours imaginons une femme dit: «Ah mais dans le gaming, dans la technique, dans la tech, dans le numérique, je suis pas crédible parce que je sais pas coder». Moi, je l'ai longtemps entendu, tu vois? Et non, j'ai jamais été une développeuse, j'étais plus une communicante, mais il fallait faire des sites web à l'époque, donc bah, je me mettais les mains dedans. On m'ont dit: Oui, «Mais non, mais tu fais pas du code pur». Bon, d'accord et en fait, tout ça, un homme effectivement se posait pas comme question. Sans être pour autant féministe, c'est pas du tout mon cas, mais de donner un peu cette parole-là. Tout à l'heure, tu as parlé des parents vis-à-vis des enfants. Comment ils intègrent le jeu vidéo? Est-ce que peut-être que chez vous, chez toi, Ubisoft, vous leur dites: «Bah non, les jeux vidéo et même une éducation, heu, dans le parcours des enfants»? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'utiliser les jeux vidéo comme pédagogique, mais vraiment inscrit dans un programme, ça me vient comme ça par alors hasard. en fait, il faut voir ce qu'il y a dans le jeu vidéo qui est Oui. Ah intéressant oui, ou c'est pas. sûr que si c'est de la Donc guerre tous les on jours, voilà, mais on a en fait, le jeu vidéo, il sait créer de l'engagement. Donc on peut prendre des techniques qui viennent ouais, du jeu vidéo ouais, et les appliquer. Donc c'est ce que font les serious games quelque ouais, part. ouais. Le problème, c'est que parfois ils sont un peu barbants ces serious games, donc il faut faire attention. Nous, on a développé par exemple des outils, dans l'éducation comme, un outil pour apprendre les bases du codage avec les lapins crétins, pour les enfants Génial! plutôt 6-12 ans. C'est un outil qui est gratuit, c'est un peu comme le OK. Scratch mais, Ouais. adapté au lapin crétin et un peu plus motivant parce qu'il y a ce truc lapin crétin. On a aussi, développé sur la base des jeux Assassin's Creed, Mmh. comme on a recréé des périodes historiques, on Ouais. a développé les Discovery Tours qui sont des modules pédagogiques qui sont pas tellement gamifiés en réalité, mais qui permettent de donner accès à ces univers magnifiques, Mmh. même aux non-joueurs. En fait, donc Ouais. c'est plusieurs heures de contenu quand même, mais Ouais. pour aller visiter la Grèce, l'Égypte ou, le monde des Vikings. Donc, après, oui, il y a pas mal de boîtes quand même qui Oui. s'emparent de ces techniques. Il y a quand même une réticence de la part de certains dès qu'on prononce le mot jeu Bah, bien vidéo, sûr. c'est un gros mot. Bah, Donc nous, oui. on travaille très bien avec le ministère de la culture, on fait énormément de choses sur l'accessibilité, donc tout ce qui est personnes handicapées et cetera. Enfin, Mmh. ce ministère-là, voit ce qu'on fait, donc en fait, il y a plein de ministères avec l'éducation nationale, c'est pas toujours facile, Ouais. voilà. Mais Mmh. bon, on finira par y arriver parce que Oui, j'imagine et la chance qu'on a aussi, c'est que les décideurs, un peu dans tous les secteurs, mais il c'est aussi notre génération, c'est aussi des oui. gens qui ont joué, Ouais. donc ils comprennent aussi un peu plus Ouais. l'intérêt. Et puis même dans tout ce que je développe aujourd'hui, si je peux pas le développer par l'éducation pure, l'éducation nationale au Mmh. sens institutionnel, bah, je le fais à côté. Donc par exemple, on a donné des contenus aux Microfolies. Est-ce que c'est Non, je les veux bien que tu Microfolies? m'expliques. C'est un programme du ministère de la Culture qui est opéré par la Villette et qui fait des musées digitaux. Ah, génial. Donc en fait, ils ont les droits, ils ont fait un accord avec une douzaine d'institutions, Mmh. le Louvre, Versailles, l'Opéra et cetera, pour avoir des droits sur des œuvres, droits digitaux sur les Ouais. œuvres, avec du matériel pédagogique. OK. Ils ont tout un catalogue, ils forment des médiateurs. N'importe quelle ville ou village peut ouvrir une microfolie, ça veut dire une pièce, enfin c'est un lieu, au moins de la taille d'une salle de classe pour accueillir les scolaires, Ouais. qui est gratuit. Le médiateur est là pour faire toutes les activités et donc je sais pas, un prof en sixième qui est en train de travailler sur, l'Égypte antique, il peut décider qu'il fait une sortie scolaire dans une microfolie et là, il aura le Discovery Tour d'Assassin's Creed. OK. Donc comme c'est Assassin's Creed, c'est le jeu vidéo, les Oui, enfants les c'est enfants sont hyper c'est ludique, excités, c'est tendance. voilà, Ouais. et en même temps, il y a du vrai contenu qui passe Ouais. et l'avantage, c'est que au lieu de le faire dans sa salle de classe via son ordinateur, c'est comme une sortie au musée. Donc c'est surtout intéressant pour, la grande banlieue parisienne qui est pas suffisamment Mmh. proche des musées, pour, les petites villes de province qui n'ont Ouais. pas de musée Ouais. et du coup, ça devient la sortie et c'est pareil pour, les familles le week-end et très souvent, il y a des enfants qui viennent avec leur institutrice, pendant la semaine Ouais. et qui ramènent leurs parents le week-end OK. Ça, c'est chouette. et c'est développé même au niveau international, Ouais. il y en a 450 en France à peu près, une cinquantaine à l'étranger. Ça permet de développer aussi, l'image et la place des jeux vidéo dans, notre quotidien. C'est quoi la place justement des jeux vidéo dans notre écosystème, Ah mais c'est la plus grosse industrie, Ouais, culturelle, hein. ouais, C'est plus gros que musique et cinéma ouais. combinés. Bah, je pensais pas, tu vois? Je pensais musique avant les jeux vidéo. Non, non, c'est Ah énormissime. C'est 200 milliards de dollars niveau monde, hein, ouais. tout le monde joue. En fait, la moyenne d'âge aujourd'hui en France,
parce que les supports se sont développés, enfin se sont multipliés, qu'aujourd'hui il y a même du mobile, etc. La moyenne d'âge, elle est de 40 ans. Ah, les 40 ans. Ouais, on n'imagine pas. On pense que c'est l'ado boutonneux et non, Bah oui. c'est plus ça. Oui, j'aurais dit du 15-18, tu Et vois. aujourd'hui, on a plein de gens qui me disent, bah moi je joue aux jeux vidéo parce que mon père jouait aux jeux vidéo et que c'est lui qui m'a initié. Donc en fait, on a vraiment passé un cap en fait où Ouais. les joueurs d'hier sont les parents d'aujourd'hui. Bah, Donc, bien sûr. et c'est rentré dans la pop culture au point qu'aujourd'hui, un Thomas Joly, il est venu nous voir quand il voulait mettre, parce que c'est un gros joueur de jeux vidéo, et en fait, il adore Assassin's Creed. Et il nous a dit, mais en fait, j'ai envie d'en savoir plus sur la marque. Donc, il est venu nous voir, c'était 1 an et demi à peu près avant les JO. Et on l'a mis en relation avec les créateurs vraiment d'Assassin's Creed. Et Ouais. ils se sont parlé pendant quelques semaines. Et puis ensuite, plus de nouvelles. On pensait qu'il avait laissé tomber. Et on a eu la surprise de découvrir que non, il s'était vraiment inspiré d'Assassin's Creed pour le porteur de flammes avec sa capuche Ouais. sur les toits de Paris. Ça, Et c'est même pas un deal. Ouais, en plus. C'est pas un deal business. C'est vraiment l'inspiration du jeu vidéo en tant que élément de pop culture évident aujourd'hui. Il y a des thématiques qui ressortent du lot. C'est plutôt de la logique, l'immersion. C'est tout, c'est C'est tout. combiné. Et puis comme tout le monde joue aujourd'hui, il faut aussi proposer des jeux pour tous les publics. Donc C'est ça. il y a les jeux de stratégie, les jeux de rôle, les jeux de sport. Il y a des gens qui, par exemple, ne jouent qu'à Just Dance. Et quand on leur demande est-ce que tu joues aux jeux vidéo, ils disent non. Mais en fait, non, Bah, ils jouent à Just c'est un jeu Dance, vidéo. c'est un jeu. Ouais. Les gens, ils jouent qu'à Candy Crush. Oui. Et oui, c'est Oui. du jeu vidéo. Il y a des gens qui jouent qu'au foot et d'autres qui jouent qu'aux jeux de guerre. Et il y a des gens qui jouent à tout. Donc en fait, c'est comme les livres en fait. Il y a des livres, il y a tout type de livres. Ouais. Les gens qui vont lire que du polar, et roman, d'autres que ouais. du roman historique, et d'autres qui vont lire que de la grande littérature ou des essais philosophiques. Ça reste du livre. Le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Les plus beaux projets, les plus belles réussites au sein d'Ubisoft, c'est quoi? Ah bah, c'est Assassin's Creed. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la plus grosse marque. Et c'est ce qui est génial avec Assassin's Creed, c'est que c'est vraiment la porte d'entrée dans l'histoire pour des millions de joueurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout apprendre, mais on a des histoires de jeunes qui ont découvert l'histoire via Assassin's Creed et qui derrière ont fait des études d'histoire. Ouais. On a des histoires de jeunes qui ont joué à Assassin's Creed sur le 2 qui était sur la Renaissance italienne et qui vont à Venise en vacances avec leurs parents et qui font le guide parce qu'ils connaissent très bien la géographie de Venise. On a aujourd'hui, on a par exemple un des derniers projets de mon équipe, c'était une exposition à l'Institut du monde arabe sur Bagdad au 9e siècle. Pourquoi? Parce que l'Institut du monde arabe avait très peu d'objets sur Bagdad. C'est une ville qui était, au 9e siècle, c'était la 3e plus grosse ville du monde. Il y avait 1 million de personnes. C'est énorme à cette époque. Incroyable. C'était la route de l'encens, carrefour de plein de civilisations. Ça parlait toutes les langues, toutes les religions, ça. C'était un peu l'âge d'or de l'islam à ce moment-là. Et on a décidé de faire un Assassin's Creed sur ce thème-là, ce qui est très difficile parce qu'il reste pas grand-chose, mais on a réussi à il y a même peu d'experts, mais on a réussi à recréer la ville, cette ville ronde. Et puis, ça parle de philosophie, d'évolution dans la science, ça. L'Institut du monde arabe a très peu d'objets et ils n'en avaient pas assez pour faire une expo. Mais grâce aux jeux vidéo, ils mettent en contexte les objets. Nous, on a les cartes, on a les personnages, on a les objets, on a fait des vidéos où on leur montre les quartiers de Bagdad avec le quartier musulman, le quartier chrétien et le quartier juif. Et ça existait, c'était possible. On montre les métiers à Bagdad, tout l'artisanat. Et résultat, on a fait une expo qui est toute petite. C'est 200 mètres carrés dans l'expo principale, enfin pas principale, dans les collections permanentes, que personne ne visite jamais. Les gens vont que pour les expos temporaires. Donc on attire des gens vers cette expo. Plus 20% de fréquentation au musée sur 1 an. Et ils ont dû prolonger, ça devait fermer en novembre, mais ils ont prolongé jusqu'à janvier parce qu'ils avaient trop de demandes de groupes. À la fois des groupes scolaires, mais aussi des groupes de musées du monde entier qui venaient voir en disant mais qu'est-ce qui se passe? Comment on fait une expo avec du jeu vidéo? Et là, on va pouvoir la faire grandir, cette expo, la mettre ailleurs. Mais c'est génial. Et on a complètement renouvelé le public dans cette institution. Enfin, c'est super que le jeu vidéo il puisse aussi contribuer à la diffusion de la culture très traditionnelle et en plus faire découvrir des sujets qui ne sont pas mes sujets de prédilection les plus évidents. Quand on fait une expo sur l'Égypte, on sait que ça marche. Bagdad 9e siècle, c'est pas obligatoirement... Disons que c'est un peu plus clivant, entre guillemets, et ça attire moins. Plus confidentiel. Moi, j'aime beaucoup, je connaissais, mais tu vois, à travers nos échanges, c'est ça que j'aime dans le podcast et dans l'interview, c'est que je fais un peu une masterclass avec l'invité et je redécouvre. Et là, je me suis plongée dans l'imaginaire. Tu vois, rien que d'en parler, c'est incroyable. Et tu dis, bah oui, en fait, ton cousin, ton fils, ta cousine, voilà,
en parents, grands-parents, tout le monde peut y aller et en fait, on redécouvre ça. Parce que souvent, on a le cliché, le numérique, l'IA, attention, faut être pas sur les écrans, faut pas utiliser et là, tu nous montres que, le jeu vidéo révolutionne, une autre manière, de voir les choses. Le futur d'Ubisoft, c'est quoi? C'est, de faire des très bons jeux, Ouais, de penser, enfin, d'avoir vraiment, vraiment toujours nos joueurs en tête et que nos jeux, ce soit, qu'on va être toy first. Il faut d'abord que nos jeux soient bien, qu'il y ait des nouveaux gameplays qui ouais, sont cohérents, qui sont bien, qui sont innovants, qui vont surprendre. Ouais, c'est ça le futur. Après, est-ce que c'est des jeux qui sont free to play? Est-ce que c'est des jeux plutôt, des jeux à 70 € sur oui, oui, console avec 100 heures de jeu? J'en sais rien, on verra comment ça évolue. ouais, Est-ce que le futur d'Ubisoft, c'est de rester indépendant ou de s'allier à quelqu'un d'autre? ouais, On n'en sait rien. ouais, Je franchement, mais le plus important, c'est faire des bons jeux qui plaisent, ouais. ouais. Le dernier mot, parce que j'aime laisser le mot de la fin à mon invité, un conseil, un coup de gueule, une pensée, ce qui te vient par la tête, Alors si c'est pour des jeunes, ouais, je dirais, quel que soit le job que vous choisissez, hem, soyez attentifs d'être avec des gens avec qui vous avez plaisir à être. mmh, C'est pas obligatoirement une question de copains, mais des gens que vous ouais, respectez. Il faut surtout que votre boss soit inspirant, donc ouais. je dirais ça, si vous travaillez en entreprise, en gros, que votre boss soit inspirant. Amusez-vous et apprenez et si vous vous amusez plus ou que vous n'apprenez plus, c'est le moment de changer de job. Ouais. Merci Déborah. Merci. C'était passionnant.